tous, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la thématique des apéros. J'avais envie, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous passer un message important. C'est sur la restriction que vous avez tendance à faire avant et après des apéros ou des repas copieux. Sachez que c'est la pire erreur que vous puissiez faire, et pour votre santé, et pour la dynamique de stockage, et donc la prise de poids sur la balance. En amont d'un apéro ou d'un repas copieux, il est important que vous ayez un repas normalement constitué, avec des protéines, des féculents, si possible un index glycémique bas, donc complet ou semi-complet, des légumes crus et ou cuits, un fruit, un produit laitier. Le fait d'avoir un repas comme ça complet vous permettra d'avoir une satiété plus longue et d'éviter d'arriver complètement affamé à l'apéro et de se jeter sur tout ce qu'il y a sur la table. Et ça, je vous assure, ça limitera forcément les dégâts sur la balance. Pour le lendemain des apéros, c'est pareil, vous avez souvent tendance à faire des détox, à faire des journées de jeûne avec des sauts de repas. Ce n'est absolument pas utile, bien au contraire, ne mettez pas votre organisme dans la difficulté. Réduisez les quantités, adaptez-vous à votre faim physique qui sera sûrement moins prononcée puisque la veille au soir, vous aurez eu un repas un petit peu plus copieux. Adaptez-vous à ça, ne supprimez pas les féculents pour ne pas donner la dynamique de stockage. Donc ça, c'était pour le message le plus important à mon sens de la vidéo. Pour ce que vous allez trouver aux apéros, on se trouve confronté à deux choses. Ce que l'on y trouve à boire et ce que l'on y trouve à manger. Je vais m'attarder un petit peu sur ce que l'on y trouve à boire puisqu'il y a aujourd'hui de nouvelles recommandations au niveau de l'alcool données par le ministère de la Santé depuis janvier 2019. 2 verres par jour et par personne maximum, avec plusieurs jours consécutifs dans votre semaine, sans aucune goutte d'alcool. Au niveau de l'alcool, en plus, on le sait, c'est particulièrement calorique et vous le verrez d'ici la fin de l'année 2019. Sur chaque étiquetage d'alcool, il va y avoir maintenant inscrit les calories de cet alcool. Donc, pas la peine, si vous avez une consommation raisonnable, de s'attacher à ça. Il faut aussi consommer ce que l'on a envie de consommer. Par contre, respectez bien les recommandations qui sont primordiales pour votre santé. Je rappelle deux choses, l'alcool est déshydratant et donc peut poser un problème de surconsommation puisque la déshydratation donne soif et on peut avoir donc un enchaînement de verres nous faisant dépasser les 2 verres par apéro. Donc faites très attention à ça et pensez bien à boire de l'eau entre vos 2 verres d'alcool pour limiter cette sensation de déshydratation. La deuxième chose importante, et notamment si vous avez été opéré d'une chirurgie bariatrique, si vous avez perdu du poids et si votre physiologie avec cette intervention a changé, vous le savez, l'alcool peut monter plus rapidement, peut passer plus rapidement dans le sang, ce qui peut parfois créer quelques surprises. Et donc du coup, il est important de boire doucement, de faire traîner son verre, ce qui évitera aussi d'avoir une surconsommation si vous buvez tranquillement. Pour ce qu'on trouve à manger dans les apéritifs, j'ai différencié en deux familles, les biscuits apéritifs d'un côté, les oléagineux de l'autre. Et je vais commencer par les biscuits apéritifs, qui on le sait sont aussi très caloriques. Ce qui me pose le plus problème au niveau diététique, c'est que ça contient surtout beaucoup de matières grasses saturées qui ne sont pas bonnes pour la protection cardiovasculaire, donc pas du tout bonnes pour la santé. Ça contient aussi énormément de sel, pas bonne non plus pour la protection cardiovasculaire. Et en plus de ça, ça contient énormément d'additifs et les additifs souvent donnent un goût de j'y reviens par petits goûts addictifs. Alors aujourd'hui, on peut trouver dans les rayons de nombreux produits où les industriels font énormément d'efforts en réduisant à leur maximum les graisses saturées, en réduisant à leur maximum aussi les teneurs en sel et en parfois réussissant à enlever complètement les additifs. Donc, n'hésitez pas à fouiller dans les rayons, à innover un petit peu pour sortir de l'éternel chips qu'on présente à tous les apéros et ça permettra d'avoir des produits plus qualitatifs, moins salés puisque le sel en plus je rappelle qu'il provoque aussi la déshydratation et qu'il peut vous faire enchaîner de nombreux verres au niveau de l'apéro, que ce soit alcoolisé ou pas. Mais du coup souvent caloriques. Donc essayez de faire attention à ce genre de produits et fouillez un peu plus dans les rayons. Aujourd'hui, on peut trouver des choses très bonnes et innovantes avec un meilleur aspect qualitatif.
Néanmoins, ça restera calorique, donc si on applique le principe de pleine conscience expliqué par Clara lors de la précédente vidéo, ça nous permettra de savourer un petit peu plus et donc d'éviter les débordements. Pour les oléagineux, ce que j'appelle oléagineux, c'est tout ce qui est cacahuètes, olives, amandes, noix de cajou. Tout ça, on peut le retrouver très souvent dans les apéros. C'est aussi très calorique et parfois même bien plus calorique que les biscuits apéritifs, puisque lorsqu'on presse les oléagineux, on peut en faire de l'huile, donc vous imaginez bien l'aspect calorique. Néanmoins, les graisses contenues dans les oléagineux sont bien meilleures que les graisses saturées que l'on peut retrouver dans les biscuits apéritifs. Donc d'un point de vue qualitatif, c'est bien mieux pour la santé. Il y a quand même des recommandations au niveau des quantités à respecter qui sont d'une petite poignée par jour et par personne d'oléagineux. Petite aide au niveau des apéros, sachez que le fait maison est toujours meilleur pour la santé puisque vous contrôlez ce que vous y mettez. C'est très facile de réaliser des petites rillettes de poisson avec du fromage frais, des sardines ou du thon en boîte ou des crevettes mixées, des caviars d'aubergine. Très facile aussi de réaliser des houmous de légumineuses ou de légumes, par exemple de betteraves, de pois chiches, de lentilles corail, de petits pois. Vous trouverez une multitude de recettes sur internet, même si j'arrive avec un prochain livre et des recettes à ce sujet-là. En attendant, vous pourrez trouver tout ce qu'il vous faut sur internet. Et évidemment, si jamais vous devez les tartiner, c'est bien plus intéressant de prendre des pains complets aux noix, au seigle, pour avoir un aspect plus rassasiant, plus satiétant et éviter donc les débordements. Au niveau des apéros, vous pouvez aussi très bien préparer des sauces maison à base de fromage blanc ou de yaourt que vous pourriez assaisonner comme vous le souhaitez avec des herbes, avec des épices et où vous pourriez tremper des petits bâtonnets de crudité dedans. Ça permet aussi de se rafraîchir avec ces chaleurs. Donc voilà pour mes petites astuces. Je laisse place à Clara pour de nouvelles astuces. Alors, comme l'a dit Marion, effectivement, c'est hyper important, et pas seulement pour les apéros, de savoir déjà distinguer sa faim physique de sa faim mentale. Ces deux faims ne sont pas vraiment similaires, mais pourtant on les confond bien souvent. La faim physique, c'est la faim qu'on ressent lorsqu'on a des symptômes physiologiques. Les symptômes physiologiques comme les gargouillis, essentiellement au centre, assez haut dans notre ventre, donc en fait au niveau de notre estomac, la sensation de vide, de creux toujours dans cette zone, mais aussi la sensation de torsion ou de crampe d'estomac, la sensation de vertige, de maux de tête, pourquoi pas, si on est bien hydraté, attention à l'alcool, mais également tout ce qui va concerner la sensation de ne pas réussir à se concentrer sur une tâche ou avoir l'impression d'avoir des troubles de l'attention, ou tout simplement l'impression d'avoir un coup de mou, un coup de fatigue, d'être au ralenti. On est en fait en hypoglycémie, on a besoin réellement d'énergie à ce moment-là. Lorsque nous avons ces différents symptômes, comme nous avons besoin d'énergie, tout ce qui va être ingurgité dans votre corps ne peut pas être stocké. Et ça, c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, on peut manger ce qu'on veut à ce moment-là, il n'y aura pas de stockage mis en place par notre corps. Par contre, à partir du moment où on passe en faim mentale, tout va être stocké par notre corps. Même si on mange un fruit à ce moment-là, même une courgette peut rentrer dans une forme de stockage, puisqu'en fait, on va répondre à un besoin, on va donner à notre corps quelque chose alors qu'il n'en a pas besoin, en fait, alors qu'il n'a même pas demandé. Les symptômes de faim mentale, il n'y en a pas, sauf le fait de saliver davantage. Si vous salivez beaucoup mais que vous n'avez aucun symptôme physiologique, vous êtes clairement en faim mentale. De la même manière, si vous avez des pensées obsessionnelles sur des aliments très précis, vous êtes clairement en faim mentale. En réalité, il existe plusieurs types de faim mentale. La première, c'est la plus connue, la classique, la gourmandise, qui est essentiellement en fait une faim stimulée par nos sens, l'odorat, la vue. Par exemple, les boulangeries utilisent des parfums aujourd'hui au petit pain chaud pour nous attirer et stimuler cette fameuse gourmandise. La deuxième faim mentale, c'est la faim émotionnelle, dont on a tous entendu parler, où effectivement on va être plus attiré par du sucre ou du gras. Pourquoi ? Parce que le sucre ou le gras va favoriser dans notre cerveau la sécrétion de sérotonine, comme on l'avait déjà vu. La troisième faim mentale, c'est la fameuse faim sociale, qu'on retrouve par exemple à l'apéritif. Je ne mange pas à ce moment-là parce que j'ai besoin physiquement, mais je mange en fait
en réalité, parce que tout le monde mange autour de moi, tout le monde mange. Et donc, je partage ce moment avec mes amis aussi de cette manière-là. La quatrième et dernière faim mentale, c'est tout simplement la faim par habitude. En réalité, c'est la plus compliquée à changer. Pour changer une habitude, il faut déjà 3 semaines, et pour vraiment que ce soit plus ancré, il faut plusieurs mois. La faim par habitude, c'est le fait de manger par heure fixe, c'est le fait d'avoir en fait une sorte de rituel pour manger. Par exemple, après le boulot, je rentre chez moi, je mange. J'ai pas forcément faim à ce moment-là, mais comme je fais ça depuis des années, c'est devenu automatique. En conclusion, plus vous avez faim physiquement avant d'aller à l'apéritif, et plus je vous invite à vous faire plaisir, moins vous avez faim physiquement et plus je vous invite à faire attention. Il faut savoir aussi que même si vous mangez en faim mentale, même si vous mangez un petit peu plus que votre corps vous le permet, rien de grave. De toute façon, tout se compensera le lendemain. Comme l'a dit Marion, votre faim physique sera vraiment moindre. Attendez bien d'avoir faim pour manger. Ça veut dire que votre corps aura régulé la plupart. En sachant qu'effectivement, on ne prend pas du poids le lendemain où on a fait un excès. Même si vous le voyez sur la balance, on considère, nous, que la prise de poids est effective lorsque, oui, c'est visible sur la balance, mais aussi au niveau de votre tour de taille. Et le temps que ce soit visible au niveau de votre tour de taille, il faut à peu près 1 semaine. Donc ce qui serait intéressant, c'est en fait de vous peser 1 semaine après votre excès pour être sûr qu'il y ait vraiment prise de poids et que le corps n'ait pas pu réguler en fait cet excès. Parce que notre corps est fait pour compenser nos excès et fait toujours pour nous réguler à partir du moment où on l'écoute. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour tous vos likes et tous vos partages de la dernière fois. Je suis en train de préparer une nouvelle petite vidéo pour la rentrée. Et en attendant, on vous souhaite d'excellentes vacances et surtout, faites-vous plaisir.